Bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce live du 19 juillet 2016. Crescendo Live, nous allons aborder différents sujets. Vous avez vu que les deux derniers articles ont été consacrés à la stratégie de trading en fonction du marché. Nous sommes obligés de nous adapter au fait que il n'y ait pas de tendance véritablement longue qui se développe. La dernière en date, c'était celle du yen, que nous avions tradé en janvier avec GBP Yen, que nous avions quitté peut-être un peu prématurément. Mais depuis, on arrive, non pas à la fin, mais on va en parler, peut-être à un développement assez avancé de cette tendance-là, et pour les autres, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, je vais commencer, après vous avoir affiché l'avertissement lié au risque du trading, je vais tout de suite vous donner le graphe habituel du dollar index, FXCM, qui, vous le voyez, bouge un petit peu. On a une petite ascension du dollar en base hebdomadaire. On est en train de rejoindre la borne haute de ce range. Personnellement, je ne suis pas du tout persuadé qu'on aille au-delà. Et si on va un peu au-delà, je ne suis pas certain en tout cas qu'on reparte en tendance haussière sur le dollar quand on voit l'état des chiffres américains qui un jour sont bons, un autre jour sont mauvais. Rien pour l'instant n'a emporté, en sachant de plus que de nombreuses monnaies sont cantonnées elles aussi dans un range, tout simplement parce que on a des flux financiers, je pense en particulier au yen et à l'euro, on a des flux financiers qui ont tendance à maintenir ces devises à leur niveau actuel. L'idée générale, c'est que la dette obligataire, que ce soit au Japon ou en Europe, est une dette maintenue par des acteurs domestiques, et que du coup on a peu de flux financiers vers l'extérieur, qui seraient susceptibles de faire baisser soit l'euro, soit le yen. Au contraire, en cas d'aversion au risque, on a un rapatriement des capitaux vers ces pays-là, avec un renforcement à la fois du yen et de l'euro. Alors, on va parler tout de suite de l'or, parce que vous savez que c'est la seule devise qui, à mon avis, survivra à tout ça, c'est-à-dire à la faillite du système monétaire, avec une production de monnaie très excessive par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Je vous rappelle qu'on a actuellement des taux négatifs sur la portion courte des taux dans la plupart des pays occidentaux, sauf aux États-Unis, et je dirais encore en Angleterre, mais ça va pas durer. On a sur la portion longue, à cause ou grâce au quantitative easing, on a des taux négatifs parfois jusqu'à des maturités de 20 ans comme au Japon, 15 ans comme en Allemagne, 10 ans comme en France. Enfin bref, on a des anomalies du paysage monétaire et obligataire dans le monde qu'on n'a jamais connu auparavant. C'est lié à l'action des banques centrales. Ça crée aussi un certain nombre d'incertitudes sur le trading, et ça crée aussi peut-être des opportunités. On verra comment on peut profiter de tout ça avec le temps. La meilleure opportunité, c'est probablement l'or. Alors, je reviens sur l'or en base mensuelle. Vous voyez qu'on observe quand même ici une jolie petite mèche vendeuse sur le mois précédent. Sur le mois actuel, on est quasiment en étoile filante. Alors, bien sûr, on ne va pas finir le mois comme ça. Soit l'or continue à baisser, et ça va rester franchement baissier pour l'or. Ça signifierait que les cambistes imaginent que la Banque centrale américaine va monter ses taux. Soit la bougie se reconstitue un petit peu. Je vous rappelle qu'on est le 19 du mois, on a encore 11 jours à couvrir, même 12 puisqu'on est en juillet. Non, 11. Et donc on attend de voir un peu comment ça va se passer en mensuel. En hebdomadaire, vous observez toujours le même porte-voix, celui dont on a parlé au cours des lives précédents. Il a été franchi, on a un énorme pullback. Là, on a l'impression qu'on reste au-dessus de la bande supérieure, et là, on va aller un peu plus loin en daily.
on a l'impression que l'oblique qui dirige les anciens plus bas de l'or n'a pas encore été atteinte. Alors est-ce qu'on va courir le long de l'oblique supérieur du porte-voie pour rejoindre l'oblique qui supporte les prix? C'est possible. On pourrait faire ici par exemple un rounding bottom et repartir ici. Mais pour l'instant, on va ni d'un côté ni de l'autre. On est à la frontière de cette oblique. Et vous regardez ici en H4, on s'est mis en range. Alors, ce matin, quelqu'un fait remarquer, je crois que, je sais plus, je vais regarder pour bien le nommer, faut toujours bien nommer les gens. C'est, je crois, c'est Symétrique qui a parlé de ça et qui se posait la question d'une éventuelle entrée longue. Ouais, je peux dire une chose, c'est que tant qu'on est en range et qu'on reste dans le range, il n'y a pas d'entrée longue à envisager. Il y a plutôt une incertitude. Alors, en H1, vous voyez que le range est bien matérialisé. Si je veux placer ici une droite qui limite le range, on est à 1335 $. Tant qu'on est en dessous de ça, il n'y a pas de long à mon avis à envisager. Vous remarquez que les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Ça pourrait être une espèce de fanion. C'est pas vraiment un triangle ascendant puisqu'on est en baisse. Moi, j'ai pas d'avis aujourd'hui sur l'or parce que on va être très data dépendant. Ce que je sais par contre, c'est que s'il y a une hausse de l'or, il faudra saisir l'opportunité suffisamment tôt avec un peu de volume, je dirais sans CFD pour un compte à 100 000 €, pour justement éviter d'être retracé. Parce que si on attend que la bougie soit développée, il y a des consolidations ensuite, on se fait retracer, on se retrouve un flottant négatif. Donc je reviens sur ce que je vous ai dit ces 2 dernières semaines. Essayez de prendre les breakouts assez tôt. C'est la meilleure façon d'être en sécurité ensuite lorsque la tendance se développe à partir de ce breakout. Alors on va faire une petite explication de texte sur l'USD Yen parce que ça illustre aussi bien ce qu'on a dit ces 2 dernières semaines sur la stratégie à avoir actuellement. Bon, là je vous montre USD Yen en mensuel, rien à dire si ce n'est que vous voyez que les mèches sont acheteuses, donc en mensuel on a atteint quand même un certain niveau de saturation des vendeurs. C'est-à-dire que je dis toujours qu'il y a beaucoup de gens qui ont vendu. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont là pour continuer à vendre, hein? Donc la tendance est relativement mûre. Regardez là en hebdomadaire, on a beaucoup retracé ici dans le précédent short. Et puis on a ici remonté le canal. L'USD Yen a remonté son canal descendant. Alors je vais en daily. Moi, pour tout vous dire, j'avais joué ce breakout là, vous le savez parce que j'en avais parlé. On avait ici quand même des choses en dehors des mèches, c'était assez propre. Moi, je ferai ça d'ailleurs. Je pense que je suis rentré par ici, donc on va mettre le peut-être même un peu plus haut. Je me souviens plus, je suis rentré exactement. Mais pour tout vous dire, je suis rentré à un moment qui était assez intéressant. Et puis, comme j'en avais un petit peu marre de voir des tendances s'arrêter brutalement et redescendre, je suis sorti, j'ai pris mes bénéfices peut-être par ici, je suis re-rentré ensuite, j'ai repris mes bénéfices, j'ai pas joué la tendance longue comme j'ai joué d'habitude, et pour tout vous dire, et je l'ai exprimé d'ailleurs dans le 24-24, j'ai eu un regret parce que finalement, quel est le problème aujourd'hui? C'est que les tendances ne durent pas. En tout cas, elles ne durent pas en hebdo, sauf cette tendance USD Yen ou GBP Yen que nous avions suivi à l'époque, mais qui sont désormais bien mûrs et qui nous posent de vrais problèmes parce que rien ne nous dit qu'on ne va pas à ce niveau-là. Je vais mettre ma flèche dessus. Rien ne nous dit qu'on ne va pas franchir ici puis commencer à remonter si la BOJ nous annonce des obligations perpétuelles, de l'hélicoptère monnaie, et vous savez combien la BOJ aime surprendre les traders. Donc voilà, on est relativement bas dans le développement de cette tendance haussière sur le yen, baissière sur le USD Yen. Et les tendances qu'on joue aujourd'hui, elles ne dépassent pas H4. Donc en H4, effectivement, on est rentré là, enfin je suis rentré là, mais je pense que certains d'entre vous sont rentrés, on a pris nos bénéfices, et puis voilà. Et comme toutes les tendances, vous avez dû remarquer ça souvent quand une tendance démarre après un breakout, vous avez dû remarquer que les tendances
partent assez violemment, assez verticalement au départ, surtout quand elles ont un moteur puissant comme les perspectives d'une action de la Boge, et puis qu'ensuite, quand les traders ont suffisamment acheté USD-Yen, on commence à prendre ses bénéfices, c'est ce qui s'est passé ici. Ensuite, on se dit, tiens, on va continuer dans cette tendance parce qu'elle est bonne, et on a effectivement des nouvelles de la Boge qui sont confirmatives par rapport à ce qui avait été plus ou moins annoncé par la rumeur, et voilà, et ça continue à monter. Mais à ceci près que les retracements sont beaucoup plus forts, beaucoup plus importants. Là, on est à 50 pratiquement Fibo, et là, on a carrément retracé à 140 Fibo par rapport à la remontée du cross en H4. Donc, on voit que cette tendance H4 n'a plus la même force qu'au début. Alors, pour tout vous dire, hier, moi, j'ai fait... je vous l'ai annoncé hier soir, c'était marrant parce que j'ai pris... il y avait ici une vraie cassure, et là, c'est un trade d'achat qui était ici, que j'ai prise. On est monté à ce niveau-là vers 106 et quelques, 106,25. On s'est retrouvé au niveau de l'ancien plus haut, puis on avait l'impression que ça voulait plus monter, que c'était compliqué. Moi, je me suis demandé si ça allait continuer de monter vers le haut du grand canal descendant USD-Yen weekly, ou daily comme on veut. Et puis, j'ai pas senti, j'ai dit, je prends mes bénéfices, je les ai pris, bien m'en a pris d'ailleurs, parce qu'on a tout retracé. Vous voyez, on est allé jusque-là, et du coup, ma prise de position j'aurais été sorti en stop 0. Donc, prendre des gains, je crois que c'est un peu le nouveau credo qu'on développe aujourd'hui dans l'état du marché, la volatilité du marché, l'absence d'orientation du marché, tout en sachant quand même que, on peut se dire que quand on est ici sur, je reviens en daily, ici sur un bas de tendance daily ou weekly, on est donc sur une tendance qui est puissante, en UT longue. Quand on se met à repartir avec un moteur assez fort, je pense qu'on j'aurais pu attendre un développement un peu plus long de la tendance, peut-être même en pyramidant ici, sur cette situation, cette consolidation intermédiaire qui a finalement été assez courte, pour commencer à prendre des gains par ici, dans ce ralentissement un peu de la montée du USD-Yen, quitte à reprendre des petites positions comme ça, comme je l'ai fait hier, mais sans prendre de risque du tout. Donc voilà, on s'appuie sur des tendances qui se développent encore en USD-Yen en échelle de temps élevée, mais dès qu'on aboutit par exemple vers ce haut de canal, moi je rentre plus en position là. Je vais attendre qu'on franchisse sur 2 bougies en daily par exemple pour dire et je crois très honnêtement, puisque la réunion de la Boge, je crois que c'est le 27-28, on en sera à peu près là. Si on franchit ça, c'est que véritablement la Boge a sorti la grosse artillerie contre je dirais, l'insuffisance d'inflation japonaise. Voilà. On va passer ensuite à une autre paire qui nous a beaucoup intéressé, c'est l'USD-ZAR. À USD-ZAR, je vous la montre en mensuel. Vous avez vu que maintenant on est dans une sorte de range sur cette paire USD-ZAR. Alors pourquoi USD-ZAR? USD-ZAR, tout d'abord, je vous ai montré ce matin sur le 24-24 un diagramme qui est publié régulièrement par la Deutsche Bank, qui est intéressant, qui fait un petit peu l'inventaire des devises qui sont fortes et des devises qui sont faibles. Et je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Bon, il n'est pas très grand. Il n'est pas très grand. Je vais le montrer comme ça. Voilà, il n'est pas très grand, mais on voit par exemple que le ZAR est une monnaie très, très peu chère actuellement, si on tient compte des fair value, des estimations, ranking, DB Beer, FIR, PPP, enfin bref, c'est la cuisine de la Deutsche Bank, mais je pense qu'elle a du sens. Et vous voyez que la monnaie polonaise, que la monnaie mexicaine, la monnaie hongroise, que le yen sont des monnaies qui sont actuellement sous-évaluées, et que l'euro dans cette histoire est quand même un peu plus évalué, un peu mieux évalué que les monnaies que je viens de citer, comme le SEK et la lire turque, mais même le CAD n'est pas une monnaie très chère actuellement. Après, parmi les monnaies chères, on a la monnaie chinoise, la monnaie australienne, qui chute d'ailleurs ce matin après les perspectives de baisse évoquées par la RBA dans ces minutes, le franc suisse qui est également très cher. On voit aussi que le dollar néo-zélandais est très cher, que le dollar australien
le dollar américain, pardon, n'est pas très bon marché, et que finalement le rouble se situe dans la médiane un petit peu de ces monnaies-là. Voilà, je récupère mon graphe, et tout ça pour vous dire que le ZAR, USD-ZAR, est un trade qui pourrait être intéressant. La banque centrale sud-africaine est confrontée à un véritable dilemme, parce que l'inflation monte en Afrique du Sud. On est en mouvement annuel à peu près à 6,4% d'inflation sur les prix. On parle de hausse des prix à la consommation. Le vrai dilemme de la Banque centrale, c'est que la croissance du GDP australien, elle, au contraire, est plutôt en contraction. Alors, elle n'est pas en contraction, mais elle est en... je dirais que la hausse du PIB australien ne monte pas autant que prévu. On n'est pas en récession, pas du tout, mais on attendait des chiffres bien meilleurs, et ça n'est pas le cas. Donc comprenez bien que si on hausse les taux en Afrique du Sud, on risque de freiner encore la croissance. Par contre, si on ne les hausse pas, on risque de laisser filer l'inflation et de rentrer en stagflation. Donc c'est compliqué, on ne sait pas quelle option va prendre la Banque centrale australienne. Ce que je peux vous dire, c'est que les prix dont on dit qui sont capables de prévoir l'avenir, puisque certains disent que tout est dans les prix ont franchi cette limite que vous voyez là. Vous avez une ligne de coup sur épaule ici, tête ici, épaule ici. Alors c'est une ligne de coup qui est très oblique, c'est une ligne de coup qui intervient dans une tendance très haussière, puisque le rand sud-africain a beaucoup perdu face au dollar depuis 2014 en fait, depuis la montée du dollar, mais que maintenant on est en train de franchir à la baisse ici. Alors ça illustre bien toute la difficulté du trading actuel, et je dirais en particulier sur le rand sud-africain. Vous voyez ici qu'on a une évolution en daily avec un énorme pullback vers la ligne de coup qui a été très difficile à gérer. En H4, regardez un peu ce que ça donne, c'est-à-dire que si vous étiez parti ici sur un breakout par là, avec plutôt pas mal de sécurité, pour rien vous cacher, c'est ce que j'ai fait, on est descendu là, on est remonté, boum, on est sorti ici en stop 0, stop break-even, parce que le rand sud-africain s'est affaibli à nouveau de façon considérable pour rejoindre ici la ligne de coup. On a rejoint également, vous voyez, cette ligne qui coiffe les prix, qui est une oblique, qui est intéressante, puisque c'est peut-être elle qui délimitera la progression de USD ZAR lors de la remontée qu'on est en train de voir s'opérer sur cette paire, après une espèce de double bottom, que vous voyez bien en H4. Je vous le montre ici en traçant un trait. Voilà. Si on passe la ligne de coup qui se situe, on pourrait la mettre là, on pourrait la mettre un peu en dessous. Après, on a un objectif qui normalement est un peu plus haut, mais il est possible que USD-ZAR s'arrête par là, mais ça va dépendre encore une fois des décisions qui vont être prises par la Banque centrale sud-africaine. Mais vous notez quand même que des oscillations pareilles n'ont rien à voir avec celles qu'on observait sur GBP-Yen en début d'année ou Euro-Dollar en 2014, début 2015, où on faisait du breakout non pas sur oblique, mais du breakout sur horizontal. C'est-à-dire que quand on franchissait l'ancien plus bas, on était à peu près sûr de couvrir 80-100 pips, alors que là on retrace systématiquement de façon très importante. C'est ce qui m'a fait dire, ce qui m'a fait faire cet article pour vous expliquer que suivre des tendances comme ça qui ne retracent pas, c'est fini actuellement. On a des tendances qui retracent beaucoup, et la seule façon de s'en sortir, c'est de faire du breakout sur oblique et pas sur horizontal. Voilà. Je continue, je vous dis quelques mots de l'euro GBP. Là, on l'a en mensuel. C'est quand même intéressant de voir que en mensuel, on a franchi ce canal qui existe maintenant depuis 2007, qu'on est en train de faire encore une espèce d'étoile filante. Alors encore une fois, là, le mois n'est pas fini. On va voir ce que ça donne. On a franchi le Kumo un petit peu, puis on est en train de redescendre en dessous. Moi, je suis aujourd'hui pas capable de vous dire ce que va faire le GBP. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va l'observer.
et que si en Delhi par exemple, je sais pas, hein, on va même aller en H4, si par exemple on repartait fortement bien au-dessus de ça, de façon puissante, on a déjà refranchi, là, on était sur un momentum un peu plus pentu, hein, dans la baisse. Et vous voyez que là, on a presque fait un double bottom, puis là, on latéralise. On ne sait pas. Mais si on repasse cette oblique-là, celle qui est plus haut, ça veut dire que le GBP est amené vraiment à continuer à se déprécier fortement contre l'euro. Pour l'instant, c'est une paire que je ne joue pas, justement dans l'incertitude. Alors, certains ont parlé ce matin de la paire euro, je crois que c'est Antoine, de la paire euro AUD. Euro AUD, on pourrait parler d'ailleurs de euro NZD, tout simplement parce que les paires pacifiques sont soumises aux options que vont prendre leurs banques centrales respectives, et les minutes de la RBA, je l'ai dit tout à l'heure, étaient plutôt annonciatrices d'une baisse des taux prochaine, et je crois que la Banque centrale néo-zélandaise a à peu près le même schéma, le même objectif. On est sur des économies qui sont à la fois haussières et baissières. Vous voyez d'ailleurs, un petit peu ce que fait Euro et AUD actuellement, hein. Euro est relativement stable par rapport au dollar, donc on peut le comparer par rapport à ce que fait le dollar, parce que fait par rapport au dollar. Donc on a, voyé, des grandes mèches, c'est énorme, hein. Vous voyez ici des retracements considérables. On avait d'ailleurs joué l'AUD à la hausse à un moment. Regardez maintenant quand on passe ici en weekly et en daily, on se rend compte que on a cette ligne de soutien qui a supporté encore les prix ce matin, bien qu'elle ait été franchie, je reviens en weekly, qu'elle a été franchie puis retracée rapidement. On pourrait dire que cette hausse progressive de l'euro par rapport à AUD, parce qu'elle est bien là depuis 2012, elle perd un tout petit peu de momentum, parce qu'il a fallu qu'on passe sous cette oblique qui avait retenu les prix 3 fois, hein, ici, mais qu'on reste quand même haussier sur cette paire. Alors, jouer une hausse là-dessus, c'est plutôt bien, c'est plutôt intelligent. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que les hausses, les gros mouvements sur le dollar australien et sur le dollar néo-zélandais se font la nuit pour nous. Alors Antoine, qui a la chance d'habiter des pays chauds au Pacifique, lui est véritablement présent au bon moment. Mais pour nous qui vivons en Europe, c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce qu'on attend éventuellement... Vous voyez, j'avais tracé une petite oblique ici, en M15. On est en train ici de consolider, ça ne veut pas dire que ça va baisser, ça veut dire que ça va monter. De toute façon, on est sur une rumeur de hausse des taux, je vous le rappelle, hein. Donc, l'idée qui serait bonne, ce serait d'être entré, comme l'a fait Antoine, de laisser monter, et puis de vendre à la nouvelle. Acheter la rumeur, vendre à la nouvelle, parce que on risque si on est déçu, bien évidemment, le cross va tomber brutalement et vous faire perdre vos gains. Au contraire, si il y a une vraie baisse des taux en Australie, tout simplement, le cross va faire un petit parcours, je dirais un petit tour d'honneur, mais peut-être que le plus gros de la hausse aura été entériné. Je sais pas, ça peut aller plus haut aussi. Donc il vaut mieux de partir de bas, c'est ce que je disais en début de live. Faites très attention, partez du breakout, partez très tôt, ce qui n'est pas possible pour nous en pleine nuit, de façon à ne pas avoir de surprise quand il y a des retracements. Voilà, je vous ai donné un peu la philosophie de trading. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions si vous en avez. La philosophie du trading que nous conduisons actuellement, on prend plus vite nos gains, on part très très tôt au breakout et on choisit essentiellement des breakouts sur oblique parce que ce sont les seuls qui permettent de se retrouver rapidement positif, en flottant positif par rapport à l'entrée. Et puis, en fonction de l'endroit où on se trouve dans la figure chartiste
de l'unité de temps supérieure, c'est ce que je vous notais sur SDIN ce matin, on laisse porter quelques temps, 2-3 jours, ou pas, si on est dans une situation plutôt de fin de tendance dans l'unité de temps H4, et qui correspond à une borne, par exemple supérieure ou inférieure en fonction de ce qu'on trade, dans l'unité de temps D1, W1. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal, et il faut qu'on arrive à faire monter les comptes sans essayer, comme on l'a fait dans le passé, de faire des performances quasi inouïes. C'est vrai que si on pyramide une tendance en hebdomadaire, on arrive à multiplier le compte par 2, par 3, par 10. Là, à mon avis, c'est pas propice. Et je vous le dis, laisser chuter les comptes en cherchant quelque chose qui ne va pas arriver maintenant, c'est pas très intelligent. Donc il faut vraiment qu'on reste sur une philosophie de j'ai des gains, je les prends. Toujours en respectant quand même un risk-reward. Je vais insister un peu là-dessus, un risk-reward qui se situe autour allez, on va dire au moins de 1 sur 2, de 2 sur 1. Hein. C'est-à-dire qu'on a des stops, à 50 pips, il faut viser 100 pips. Hein. Si on ne fait pas ça, par contre, on risque d'avoir des déconvenus parce que le bilan de trading sera négatif. Donc soyez très très prudents. Et puis je vais vous dire autre chose et je vais écrire un papier là-dessus parce que j'ai eu quelques mails de gens qui ont eu des problèmes. La gestion du risque n'est pas négociable. Dites-vous bien ça. Moi, en ce moment, mon risque il est à 200-300 pips, 100-200-300 pips maxi. Et je vise, comme les tendances ne durent pas, je vise des 500 pips, 600 pips, 700 pips. J'ai un risk reward qui est à 2 pour 1, 3 pour 1, mais surtout jamais maintenant, depuis vraiment plusieurs mois, je trouve le marché très dangereux, jamais je laisse mes pertes se développer au-delà de 300. 500 c'est un grand maximum, mais il faut vraiment que j'ai une conviction forte. Et avec ça, quand on utilise 100 pips, 200, pas pips, pas, je parlais d'euros, là je reviens aux sommes risquées. Hein. Donc 100 euros, 200 euros, 300 euros, franchement, on peut en faire des trades avec ça. Si à un moment on touche un trade à 1 pour 3, ben c'est déjà pas mal. On arrive à bien se maintenir. Si on a pas mal de réussite, eh ben on fait monter le compte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, je vais regarder s'il y a. Alors, tout d'abord. Oui, Antoine me fait remarquer que j'ai dit 4 fois australienne pour US des arts. C'est vrai que c'est un lapsus que je fais très très souvent. C'est la paire sud-africaine. On est bien d'accord. Le rand sud-africain, c'est le ZAR. Et le dollar australien, c'est l'AUD. Ensuite, deuxième remarque. De Jean-Phi, alors qui me demande comment placer les stops lorsqu'on prend ses gains rapidement, comment maintenant pour un bon risk reward. Oui, donc il me dit merci, j'ai la réponse. Bah, effectivement, oui, j'ai un peu insisté là-dessus parce que à prendre ses gains rapidement, parfois on en oublie qu'il faut mettre des stops moins loin que les take profit. C'est quand même au moins au même niveau. Parce que si on est en dessous, on a intérêt à gagner souvent, ce qui n'est pas évident dans ce marché. Voilà, donc c'était les 2 questions que vous avez eu la gentillesse de me poser. Merci pour votre participation au live. Et puis on se retrouve comme d'habitude sur le 24-24 à toute heure, même à 3h du matin si je suis réveillé. Mais souvent Antoine l'est. Allez, à bientôt.